édito et ça fait débat. Assemblée générale du MPP Kadiogo en réponse aux appels à la démission du chef de l'État, nous en parlerons. 16e édition du festival Ciné Droit Libre, nous en parlerons également. Et à l'international, nous parlerons du climat politique préélectoral en Libye avec les débats autour de la candidature de Saïf al-Islam, le fils de Muammar Kadhafi. Tout cela, ce sera dans Décryptage avec Amadé Adamasoro, Denis Koulibaly et Rachid Assad Zongo. Dans Ça fait débat, nous parlerons de la diplomatie de la sécurité. Comment la diplomatie peut-elle être mise à contribution dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso? Pour tenter d'apporter des réponses à cette interrogation, nous recevrons sur ce plateau Jean de Dieu Somda. Il est diplomate, ancien ministre délégué en charge de la coopération régionale et ancien vice-président de la commission de la CEDEAO. Sera également avec nous Dr Poussi Sawadogo, également diplomate, ancien secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres. Voilà pour le menu de ce numéro de 7 jours dans la savane. Une fois de plus, bienvenue à tous. Et dans l'actualité cette semaine, la section Kadiogo du parti au pouvoir, le MPP, a réagi jeudi dernier aux appels à la démission du chef de l'État. Au cours d'une assemblée générale, le président du parti, Alassane Balassa Kandé, a martelé que la démission du président du Faso n'est pas la solution au terrorisme. Il a aussi martelé que ceux qui le souhaitent veulent tout simplement créer le chaos. Retour sur cette assemblée générale avec Bintou Kindo et Fatih Sankara. Les militants du MPP, section Kadiogo, plus que jamais mobilisés derrière le président du Faso après les marches du 27 novembre. La démission du chef de l'État est loin d'être la solution à la crise sécuritaire. À moins qu'il y ait un agenda caché, les appels à la démission de Roch Kaboré ne se comprennent pas, de l'analyse de Alassane Balassa Kandé. Qu'est-ce que lutter contre le terrorisme a à avoir à demander la démission d'un président démocratiquement élu? C'est cette même République qui a donné des documents de reconnaissance à cette structure-là. Il y a des conditions dans la Constitution qui prévoient la démission d'un président. Ceux qui ne savent pas, ils n'ont qu'à aller lire dans la Constitution. Les gens aiment les courtes échelles. Toi que je m'y mette est bien conjugué ici. Si le président décide aujourd'hui de lui-même de démissionner, la Constitution prévoit 90 jours pour organiser une élection. Dites-moi dans ces conditions actuelles-là, en 90 jours, c'est quelle élection qu'on peut organiser et dans quel pays? Ça veut dire qu'on va arriver à une transition. Donc c'est pour vous dire que nous allons installer le Burkina dans le chaos si nous prenons cette voie-là. Dans la foulée, le président du Parti du Soleil Levant sonne la mobilisation dans la lutte contre les forces du mal. Un appel à l'union est lancé aux Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur. Avec ce que le Burkina Faso vit aujourd'hui, nous avons dit que l'heure n'est pas aux marches, l'heure n'est pas à la casse, parce que ce qui se passe sur le terrain est encore plus difficile et plus compliqué. Et lorsque vous avez des contradictions secondaires et une principale apparaît, nous devons pouvoir taire nos contradictions secondaires et gérer la contradiction principale, le problème principal qui aujourd'hui est le problème de la sécurité. Parce que ce pays n'appartient pas au MPP, ce pays appartient aux Burkinabés, à tous les Burkinabés, de l'intérieur comme de l'extérieur. De l'opération main propre annoncée par le président du Faso, Alassane Balassa Kandé allie geste et humour pour affirmer que personne ne sera épargné. Les gens ont commencé à jubiler, dire oui, sortir des trucs, ouais, les gars du MPP, ils vont avoir chaud. Mais ça, ce n'est pas uniquement au MPP, mais ça partout aussi. Donc, on va fouiller partout. Comme Zéphirin l'a dit, celui qui a fait toi, on te fait une euro. Donc, opposition, majorité, société civile, si tu as géré, que tu as fait des trucs, si tu as mis, on te fait une. Donc ce n'est pas la peine de commencer à dire MPP, le MPP a commencé à gérer, ça fait 6 ans.
Le président du parti au pouvoir a par ailleurs félicité les militants du MPP pour la retenue observée lors de leur face-à-face avec les manifestants devant les sièges du parti le samedi dernier. Voilà, une assemblée générale de la section Kadiogo du parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès, en réponse aux différents appels à la démission du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Et nous en parlons avec Rachid Assad Zongo qui est avec moi sur ce plateau. Rachid, bonjour et bienvenue. Kambou, ravi de te retrouver et vous également qui nous suivez, bien le bonjour. Alors, les semaines passées, vous étiez à ma place. Aujourd'hui, vous répondez aux questions. Nous allons parler de cette assemblée générale, de la section Kadiogo du MPP. Vous venez là d'entendre Alassane Bala Sakandé dans ce compte-rendu de Fatih Sankara et de Bintou Kindo. Et selon lui, la démission du président du Faso n'est pas la solution au terrorisme. Qu'en dites-vous? Merci. On va dire que c'est un sujet qui constitue, on va dire, l'un des sujets à spéculation à la fois sur l'actuel mais à travers également les réseaux sociaux. Alors pour répondre droit dans les bottes, on va dire à la question, il demande qu'est-ce que lutter contre le terrorisme a à voir avec la démission du président du Faso. Je ne dis pas que la démission ou pas du président du Faso est la solution, mais le lien donc par rapport à sa question pour moi est tout simple. Celui à qui il a été, on va dire, donné les principes sacrés de la Constitution, de par son rôle de chef de l'État, donc de chef suprême des armées, donc des forces nationales. Le rôle justement de protéger le territoire et les populations qui s'y trouvent n'arrivent pas à assumer ce rôle-là. Est-ce que ce n'est pas légitime que ces mêmes populations de ce même territoire-là se lèvent pour s'en plaindre et demander des comptes? Je pense que c'est en réalité la conséquence de cet état de fait. Et c'est la réponse justement à sa question. Donc, les réactions des populations aujourd'hui sont en réalité, comme je l'ai dit, la conséquence de cet état de fait. Et donc, une autre façon d'interpeller le chef de l'État. Donc, quand on dit, on va dire au chef de l'État, ce n'est pas moi qui le dis, quand les Burkinabés disent au chef de l'État, justement, de démissionner, c'est par rapport à cet état de fait. Cela ne veut pas dire ou sous-entendre directement que c'est la démission qui va résoudre le problème qu'est l'insécurité, mais c'est une interpellation par rapport à son rôle en tant que chef de l'État. Voilà. Et je pense que c'est la réponse à sa question. Maintenant, ce qu'il dit et qui fait véritablement réfléchir, c'est quand il confie que si le président décide par exemple de démissionner, comment est-ce qu'on s'y prend après? Je pense que là c'est véritablement pertinent. Et là-dessus, il a dit, et selon la Constitution, nous avons pratiquement un minimum de 60 jours et au plus 90 jours pour préparer, on va dire, l'élection présidentielle pour avoir un nouveau président en cas de démission du chef de l'État. Quand on fait, on va dire, le constat par rapport à la situation du Burkina Faso aujourd'hui, il est difficile pour l'État de dire voici telle partie du territoire dont nous avons le contrôle. Il est difficile. On n'a pas encore vu en tout cas cette conférence de presse organisée par le gouvernement pour nous dire nous avons le contrôle de cette zone. Généralement, c'est qu'on nous confie comme information, on a pu neutraliser des terroristes dans telle zone, point barre. Mais nous avons le contrôle là. Cette expression ne sort jamais de leur jargon. Cela ne signifie pas pour autant que l'État a perdu le contrôle de tous les territoires. Mais il est difficile en tout cas pour nous de le savoir tant qu'on ne le dit pas. Comment avoir la confirmation si on ne le dit pas? Nous ne sommes pas sur le terrain, sur le champ de bataille. Vous avez des localités comme Kaya, Kongoussi, qui sont gonflées, on va dire pratiquement, de déplacés internes. Il y a d'autres localités qui en accueillent. Je citerai par là un exemple. Vous avez Puitenga, vous avez Boulsa, vous avez pratiquement même la Sicile aujourd'hui qui accueille également, on va dire, des déplacés internes. Et cela, justement, ne peut pas, justement, on va dire, nous émouvoir. À cause de cela, vous avez vu que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a dû, on va dire, surseoir à l'enregistrement de l'enrôlement biométrique. Et vendredi dernier, elle a suspendu les activités de ces démembrements. Voilà. Donc pour dire que l'élection municipale même qui était en vue en mai 2022, ce n'est pas évident qu'on puisse encore tenir ces mêmes élections-là à cette date. Alors pour une élection présidentielle, est-ce que ce serait justement possible? C'est une question qui est posée et je pense que ce qu'il a en tout cas confié comme, on va dire, argument tient la route. Donc je ne dis pas aussi que une transition
va justement nous aider à nous en sortir. Je ne dis pas aussi, et je le redis, que la démission ou pas du président du Faso est la solution, mais quoi qu'il en soit, il y a, à travers ce qui en tout cas est fait, à travers déjà la sortie du président de l'Assemblée nationale, je pense ainsi, la sortie du chef de l'État, déjà par leur discours, je pense qu'il y a une maintenant prise de responsabilité par rapport à la mesure des choses. Voilà. Ce sont des sorties, en réalité, pour mon sens, pour mesurer qu'il y a la raison qui les a touchés et qu'il y a une prise de responsabilité. Maintenant, donnons-nous peut-être du temps, je dis bien donnons-nous peut-être du temps pour voir ce qu'il en sera. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il ne faudrait pas que nous baissons la garde. Ce n'est pas parce qu'il y a ces discours-là avec des choses qui soient en tout cas bonnes à entendre, mais quoi qu'il en soit, il faut que nous soyons toujours vigilants et il faut que, au-delà de ce qui est dit, il y ait des actions concrètes. Voilà. Alors, l'autre chose que Alassane Bala Sakandé dit, c'est que Roch-Marc Christian Kaboré est un président démocratiquement élu et réélu et que ceux qui appellent aujourd'hui à sa démission voudraient passer par la courte échelle. Qu'en dites-vous? Bon, c'est tout à fait ce qu'il a confié. Et là-dessus, je me dis qu'il n'y a pas lieu véritablement de tergiverser. Il a dit, voilà, c'est comme si on se retrouvait dans cette situation qu'il a imagée. Ôte-toi et puis je m'installe. Voilà, c'est comme s'il y a ces personnes-là qui enviaient la place du président du Faso et demandent tout simplement qu'il s'en aille pour qu'il puisse prendre place. Je pense qu'on doit aller au-delà de ces considérations. Ce sont des considérations, à mon sens, subjectives. Ce qui importe aujourd'hui pour les populations, c'est que le problème qui font en sorte qu'ils n'ont pas la paix soit réglé. Et c'est l'insécurité. C'est l'insécurité. X ou Y est au pouvoir, on s'en fout de ça. Qu'on ait, on va dire, la paix, qu'on ait la sérénité qu'on avait, circuler comme on veut sur l'ensemble du territoire. C'est ce qui importe aux populations aujourd'hui. Voilà. Merci à vous pour le décryptage de cette actualité. Et puis, c'est peut-être le signe de la résilience du peuple burkinabé. La 16e édition du festival Ciné Droit Libre s'est ouverte samedi dernier à l'Institut français de Ouagadougou. Pour cette édition, ce festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression se tient dans un contexte de crises diverses et complexes, d'où le thème « Quel futur pour nos enfants ?» En plus des films engagés qui seront projetés, est également au programme la comédie musicale intitulée Le syndrome de la pintade de Serge Aimé Koulibaly et de l'artiste musicien Serge Bambara Dismoké. Suivant la présentation de cette comédie musicale avec Denise Koulibaly qui sera avec nous juste après pour parler de cette 16e édition du festival Ciné Droit Libre. Le syndrome de la pintade, c'est environ 1h30 de spectacle avec plusieurs artistes musiciens, rappeurs et humoristes. Avec le chorégraphe et metteur en scène Serge Aimé Koulibaly, Smoké est comme d'habitude dur dans le verbe. On a voulu ramener le monde du théâtre et son organisation dans la question musicale. On a essayé de s'inspirer de ce qui se fait déjà en matière de théâtre, pousser la réflexion un peu plus loin, une pièce grinçante. Le sujet, effectivement, il est divers, c'est divers sujets actuels, le terrorisme, la démocratie en elle-même, est-ce un système adapté ou non, que ce soit pour l'Afrique ou pour l'Europe, on le voit de plus en plus aujourd'hui que les masses se révoltent un peu partout. Est-ce le système qui est mal adapté ou sont-ce les citoyens eux-mêmes qui n'assument pas? On a voulu que ce soit aussi drôle, pas simplement de la musique, pas simplement du rap, mais aussi drôle. Donc ça part d'une légende. Vous avez le grand Manitou qui est en fait Dieu si on veut, mais dans le sens où il manipule tout, c'est-à-dire que c'est lui qui place les pions. Il s'emmerde, il s'ennuie. Donc pour s'amuser, il décide de créer 4 entités, le pouvoir, le savoir, les avoirs et les devoirs. Et donc, il sera obligé de créer un cadre pour cela qu'on a appelé le berceau de la récréation, dont l'objectif est de faire danser toutes ces entités-là pour qu'elles produisent une énergie suffisante pour alimenter un moteur qui permet à son tour d'extraire un minerai qui est très recherché par les pintades. Philomène, avec son humour, réveille le public, mais tout en restant focus sur la thématique de l'impérialisme.
clientélalisme, de la corruption et de la gabégie dont parle cette comédie musicale. Omo Labdonla, c'est une qui sort, pas pour divaguer, mais elle essaie de rentrer dans le texte de Smoke, c'est-à-dire Smoke, il a le texte qui est là par rapport à en fait, l'écriture même de Smoke. C'est vrai qu'on a participé un peu à l'écriture par rapport à nous, nos partitions et tout. Donc on intervient par moment, Bamogo et moi, on intervient par moment pour essayer de donner un brin d'humour. Dans cette comédie musicale, le syndrome de la Pintade, Ousmane Bamogo de Gombo.com y participe. Pour lui, l'opportunité de présenter la pièce au Burkina Faso en cette période tumultueuse est une aubaine. Nous avons encore actualisé le spectacle pour être avec le temps que nous avons actuellement, parce qu'il y a eu l'armée française, la marche du 27 et tout. Donc il y a aussi le procès Thomas Sankara. Donc nous allons un peu aborder un peu ces sujets-là pour venir à bout de ce que les Burkinabés veulent entendre. Cette comédie musicale, le syndrome de la Pintade, se joue ce dimanche. L'acteur principal Smokey invite les gens à faire le déplacement de l'Institut français de Ouagadougou. Dans le programme du Festival Ciné Droit Libre, la journée de dimanche est celle de l'engagement citoyen. Le spectacle Le syndrome de la Pintade sera suivi d'un débat entre les acteurs et le public à l'Institut français de Ouagadougou. Bande de Pintade et d'intellectuels. Bande de Pintalectuels. Et comme annoncé, Denise Koulibaly est avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci bien, comme vous. Alors, le syndrome de la Pintade, quel est le message véhiculé à travers cette comédie musicale? Je dirais d'abord que le syndrome de la Pintade, c'est une comédie musicale qui a été concoctée par 3 personnes que je vais dire des amis. C'est Serge Aimé Koulibaly qui est le metteur en scène. Et Smokey, il est le directeur artistique. Et parce que dans les textes, il faut savoir c'est lui qui a écrit la plupart du texte, bien sûr accompagné des deux humoristes qui sont sur la pièce, à savoir Philomène et puis Ousmane Bamogo de Gombo.com. Et tout ce qui est musique, rap et puis le live qui est derrière, c'est son ami Didier Awadi qui l'a fait. Alors pour parler du sujet de cette comédie musicale, vous connaissez bien la Pintade. Elle est bien élégante, il y a tout cela avec son allure altière. Voilà, elle est sujet au stress et à beaucoup de panique également, aboutissant à des mouvements désordonnés et aussi à mauvaise couveuse. Voilà, ce sont les poules qui couvent d'habitude dans nos villages. Voilà, c'est les œufs de la Pintade. Alors, cette pièce musicale qui mélange le rap, la musique live et puis l'humour, utilise le symbole de la Pintade, en fait, pour inviter le public à explorer le jeu démocratique actuel et ses contradictions, le changement des institutions, la gouvernance par les élites et les aspirations du peuple. Alors, la question à laquelle, du moins, chaque spectateur qui doit venir voir cette pièce de théâtre ce soir du côté de l'Institut français de Ouagadougou, la question que chacun doit répondre à la sortie de cette comédie musicale est: comme la Pintade, est-ce que les élites seraient-elles mauvaises couveuses, capable dans le stress ou la panique, d'écraser ses enfants? Voilà, donc j'espère que les gens feront le déplacement avec Smokey, qui on le connaît bien, avec le verbe qui est très dur. Donc le syndrome de la Pintade, c'est ce soir même, c'est dimanche soir, oui, à l'Institut français de Ouagadougou, au Grand Méliès. Et cette 16e édition du Festival Ciné Droit Libre a débuté samedi. Savane Média est le média partenaire. Oui. Dis-nous quel est le contenu de ce partenariat. Le contenu de ce partenariat se focalise d'abord sur les reportages. Ça veut dire que Savane Média a l'exclusivité et doit couvrir pratiquement toutes les activités. C'est-à-dire qu'à partir de lundi, dans nos journaux, vous allez sentir un changement avec une plage spéciale au Festival Ciné Droit Libre cette année, 16e édition. Mais avant cela, dans l'émission Bonjour le Faso, nous allons ouvrir une fenêtre au Festival Ciné Droit Libre avec des invités qui nous viennent d'ailleurs, parce que c'est une grande opportunité pour Savane Média d'avoir ces invités. On a par exemple Cheikh Tidiane Gadio,
qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, dont la vidéo circule depuis 2 jours sur les réseaux sociaux, où il parle beaucoup de cette mauvaise collaboration ou bien de ce manque, il faut le dire, de solidarité entre pays africains en cette période de terrorisme. Donc il sera là et donc on aura beaucoup d'invités du lundi au vendredi dans Bonjour le Faso d'ailleurs pour pouvoir parler des films en compétition et des films du moins au programme de cette 16e édition de Ciné Droit Libre. Et également, Savane Média a la lourde tâche de faire la captation de beaucoup de débats, parce qu'il y aura beaucoup de débats à l'université Joseph Kizerbo, mais également il y aura des projections dans les quartiers tels Djikofes, Sahaba, Nyoko 2, où on sera invité également à aller faire la captation, parce qu'il faut savoir que après chaque film, il y a débat avec le public. Donc les gens sont appelés à sortir massivement parce que on va capter tout cela pour que cela passe. Et pour ceux qui n'ont pas l'occasion de venir à Ouagadougou pour participer au festival, ils vont vivre cela en direct sur Savane TV, mais également sur Savane FM. Et autre chose à ajouter, c'est le village du festival. Vous savez, au niveau du village du festival, il y aura un plateau télé chaque soir avec des thèmes à partir de mercredi. Et spécialement, je dis à tout un chacun que le vendredi, ça sera la soirée d'hommage à Moustapha Labli Tchombianou. Un des invités d'honneur sera là pour parler de lui, à la personne de Alpha Blondy, qui sera là également à l'occasion pour lancer son clip qu'il est venu tourner au Burkina avec Iron Bibi. Donc on invite tout un chacun à sortir massivement, mais également ces captations seront présentées à Savane Média. Et donc sur Savane TV, vous allez suivre toutes ces émissions, ces plateaux télé. Et donc pour dire que Savane Média est véritablement le partenaire média de cette 16e édition de Ciné Droit Libre. Le festival Ciné Droit Libre, 16e édition. C'est du 4 au... C'est du 4 au 11. 4 au 11 décembre voilà, à Ouagadougou et à plusieurs localités. Ouagadougou, c'est l'Institut français de Ouagadougou, le Goethe Institute, l'Université de Ouagadougou et l'Université Joseph Kizerbo. Voilà. Les cités universitaires également, où il y aura des débats, parce qu'il y a beaucoup de films engagés qui sont là. D'ailleurs, l'ouverture hier, c'était avec le film Massoud qui parle d'un jeune qui s'est engagé dans le terrorisme parce qu'il a vu son ami se faire tuer par les forces de sécurité. Et après, on lui avait donné la mission de tuer son père, chose qu'il n'a pas eu à faire. Et c'est un film à venir suivre également parce que c'est au programme du Ciné Burkina dans le cadre du festival Ciné Droit Libre. Merci à vous, Denise Koulibaly, pour toutes ces informations. Merci bien, Kambou. Et dans la suite des décryptages, nous parlons de l'actualité hors du Burkina Faso et nous sommes à un peu moins de 3 semaines de la présidentielle en Libye. Parmi les candidats en lice, Saïf al-Islam Kadhafi, dont la candidature avait été rejetée par la haute commission électorale avant d'être rétablie par le tribunal de Cheba, ville où la candidature avait été déposée. Mais le climat préélectoral n'est pas des plus sereins. Mercredi dernier, l'ambassadeur du Niger à l'ONU, Abdou Abari, a estimé que la Libye n'était pas prête pour tenir des élections dans des conditions optimales. Et pour en parler, nous recevons notre spécialiste des questions internationales, Amadé Adamasoro. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour Kambou, bonjour à toutes et à tous. Alors, la candidature de Saïf al-Islam qui avait été rejetée a fini par être rétablie par la justice libyenne. Tout à fait. Quel commentaire? Le premier élément qu'il faut observer est que c'était avec un pincement de cœur auquel donc certains avaient accueilli donc la candidature de Saïf al-Islam qu'ils considèrent comme quelqu'un qui ayant donc joué un rôle dans la répression donc de la révolte d'une part. D'autre part, il y a un grand soulagement donc de la part d'un pan important du peuple libyen, de voir le retour en quelque sorte du guide Kadhafi à travers bien sûr son fils Saïf al-Islam qui en était le dauphin. Absolument, le dauphin officiel, et qui était celui-même qui avait bonne mine pour ainsi dire, et le visage civilisé donc d'un régime un peu
ostracisé au niveau donc de l'Occident, même si vers la fin de son règne, avant le printemps arabe, Kadhafi avait commencé, n'est-ce pas, son retour, son comeback donc sur la scène internationale. Donc dire que les points de vue étaient divergents, étaient partagés, et donc donc l'acceptation ou du moins l'acceptation donc de sa candidature par le tribunal de Sabha, qui est donc sa ville, sonne comme une manière pour les nouveaux acteurs de la scène politique libyenne de voir qu'est-ce qu'il faut faire après ce chaos. Et puisque quoi qu'on dise, après le départ, donc l'assassinat de Muammar Kadhafi, c'est un véritable chaos qui s'est installé dans le pays et au-delà. Nous-mêmes, pays du Sahel, nous souffrons et nous payons donc le prix fort, en tout cas le prix de ce chaos-là qui s'est installé en Libye. Donc dire ici que le climat est serein, c'est trop dire. Et dire aussi que le climat est malsain, c'est également trop dire, puisque actuellement, les armes se sont tues, au moins dans certaines zones, dans certains endroits, et puisque tous les acteurs, que ce soit les acteurs militaires, les milices ou les acteurs politiques, sont unanimes qu'il faut tourner la page. Qu'il faut tourner la page du chaos, qu'il faut tourner la page de l'affrontement, qu'il faut essayer de voir comment, dans quelle mesure nous pouvons construire une Libye post-Kadhafi, qui a quand même régné pendant 4 décennies et qui, même quoi qu'on dise, c'était quand même un pays où il y avait la sécurité, il y avait un certain nombre donc, de services qui étaient fournis au peuple libyen, même si côté démocratie, côté droits de l'homme, il y avait beaucoup à redire. Donc dire ici que le climat est, comme je l'ai dit, est malsain ou serein, c'est trop dire. Mais je pense que nonobstant les différentes déclarations qui sont faites ici et là, même dans certaines instances occidentales, on estime que la situation n'est pas propice, puisque ce qu'il ne faut pas oublier est que dans cette histoire de la Libye, l'Occident perd de plus en plus en fait sa mainmise au profit des forces non occidentales, notamment russes, turques, etc. Donc tout cela, ça explique également une certaine réticence par rapport au processus électoral qui sera mis en œuvre en Libye. Alors, une candidature rejetée par la Haute Commission électorale et qui finit par être rétablie par la justice, est-ce à dire que cette commission électorale n'avait pas fait preuve de neutralité en ce qui concerne Saïf Islam Kadhafi? Oui, ce n'est pas seulement Saïf Islam. Parce qu'on sait que Saïf Islam Kadhafi a été condamné, certes, mais il a été amnistié. Donc l'amnistie qui nettoie le casier judiciaire. Pourquoi un rejet de sa candidature? Au niveau national. Mais on estime qu'il y a toujours un mandat d'arrêt qui est lancé contre lui au niveau de la CPI. Et même s'il n'y a pas de perspective qu'il soit livré à la CPI, cette amnistie-là concerne les crimes au niveau national. C'est d'après ce qui est dit au niveau donc, des médias libyens. Donc, ça, ce sont les détracteurs en fait du régime Kadhafi, et puisque certains donc qui ont été victimes entre guillemets de l'ère Kadhafi estiment que si nous acceptons le retour de Saïf Islam, c'est comme si nous ressuscitons Kadhafi, Muammar Kadhafi pour la deuxième fois. Alors, donc ici, ce qu'il faut donc observer, c'est que il y a, comme je l'ai dit, un consensus national au niveau de la Libye de tourner la page. Et peut-être c'est dans cette précipitation que tout n'a pas été mis en œuvre pour savoir quels sont puisque moi j'ai eu à regarder un peu, à survoler les conditions d'éligibilité, c'est de ne pas être condamné, effectivement comme vous l'avez dit, et c'est d'avoir un casier judiciaire propre, vierge comme on le dit, et de ne pas avoir une double nationalité, d'après certains, même si cela n'est pas le cas d'autres personnes, comme par exemple l'actuel Premier ministre Abdelhamid Dbeibeh, qui avait donc estimé que c'était une clause taillée sur mesure pour l'écarter, mais finalement lui aussi, sa candidature a été finalement acceptée. Donc, ça démontre également qu'il y a une certaine indépendance relative, n'est-ce pas, de certaines institutions libyennes. Et tout ça, ça peut augurer vraiment d'un lendemain qui chante, parce que l'activité
économique n'est pas à l'arrêt, malgré ces tensions politiques-là, et qu'également, au niveau de l'Occident, on se rend également compte que les pressions sont exercées. Il y a des candidatures qui sont nettement et ouvertement soutenues par des puissances étrangères. Il y a la Turquie qui soutient des candidats, il y a la Russie également, et il y a certaines capitales occidentales aussi qui soutiennent des candidatures. Donc tout ça, ça dénote effectivement la place centrale qu'occupe, n'est-ce pas, la Libye au niveau de l'Afrique, parce que comme vous le savez, c'est un monde qui est à cheval entre le Sahel africain et le Maghreb. Alors, est-ce qu'au vu de tout cela, il ne faut pas craindre un scénario post-électoral ivoirien, à savoir qu'on finit les élections et ensuite il y a des contestations et la communauté internationale qui va trancher en faveur d'un candidat? Oui, vous savez qu'il est toujours bon, même souhaité, de faire des comparaisons entre les pays, et même si, toute proportion gardée, les pays n'ont pas les mêmes réalités. Vous savez qu'en matière de la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne donc la Côte d'Ivoire, il y a une mainmise française, voilà, disons les choses telles qu'elles sont, et qui n'est pas le cas au niveau de la Libye. Oui. Vous savez que la Libye n'a pas été colonisée par la France, et c'est pas l'Italie, et que l'Italie même se trouve être bernée, après ce qu'elle dit. Mais vous avez parlé par exemple de ces puissances étrangères qui soutiendraient des candidats déclarés. Mais il y a des puissances étrangères. Mais est-ce qu'en France, en Côte d'Ivoire, a-t-on vu une autre puissance qui a la même taille que la France sur le dossier ivoirien? Non, pas du tout. Donc ces puissances-là, d'abord même, la multiplicité de ces puissances dénote une certaine fragilité de leur position. C'est pas comme la Côte d'Ivoire en réalité. Pour la France. Donc, il y avait une seule puissance. Une seule puissance, même si c'est sous l'égide de l'ONU, nous savons réellement que c'est effectivement l'armée française qui a pratiquement délogé Laurent Gbagbo. Donc, alors ici, ce n'est pas le cas en Libye. Et vous savez, n'eût été, n'est-ce pas, l'OTAN, l'intervention de l'OTAN, les États-Unis et la Grande-Bretagne, peut-être on n'allait pas arriver à cette situation au niveau de la Libye. Voilà pourquoi l'Italie, la Chine et la Russie ne veulent plus être bernées dans ces autres dossiers. Parce que le mandat qui avait été accordé à l'OTAN, c'était pour stopper la répression de la population par Kadhafi et non pas son assassinat. Donc alors, par la suite... Oui. Est-ce que dans cette situation où nous avons des grandes puissances qui soutiennent des candidats, il ne faut pas craindre un retour à la guerre après cette élection du 24 décembre? Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu parce que vous savez que la démocratie, ce n'est pas la chose la mieux partagée dans le monde arabe. Je connais bien ce monde pour y avoir, fait mes études et visiter beaucoup de pays, faire donc beaucoup de formations dans ces pays. Donc je sais qu'en réalité, peut-être quelques pays comme la Tunisie, un peu le Liban, et alors les autres là, c'est plutôt la démocratie de façade. Donc l'ADN de ces différents pays-là ne conçoit pas la manière de gérer les choses à l'occidental. Donc ça fait que ce n'est pas exclu. Et il y a aussi une donne qui est importante au niveau des pays arabes, c'est la donne ethnique. On ne le dit pas assez, mais il y a aussi ce qu'on appelle Achaïr en arabe. Donc c'est ce regroupement sur fond tribal, ethnique, tout ça, qui peut donner une certaine légitimité à un pouvoir ou retirer cette légitimité à ce pouvoir. Donc on peut avoir un habillage démocratique, mais le fond du problème reste intact. Reste intact. Alors, avant même que les candidatures ne soient déposées, certains voyaient une possibilité d'alliance entre le maréchal Haftar et le fils Kadhafi, mais contre toute attente, on a constaté que les partisans du maréchal Haftar ont même empêché le fils Kadhafi et son avocat d'aller faire le recours devant le tribunal de Sheba. Comment cela s'explique? Vous savez qu'en politique, les alliances donc, se font et se défont. Voilà. Donc au niveau de la politique, on ne peut pas dire que voilà, parce que cette situation aujourd'hui est telle que demain, il n'y aura pas une autre configuration. Donc vous savez que le Khalifa Haftar a été donc le chef d'état-major de Kadhafi, donc qui en réalité connaît un peu... Est-ce qu'il ne se dispute pas le même électorat? Peut-être le même électorat. Et si la situation va imposer un scénario
tels que les deux doivent s'allier, moi je pense que ce ne serait pas exclu. Ce serait pas exclu, puisque jusqu'à présent au niveau de l'Est libyen, c'est pratiquement un terrain conquis, le fief donc de Haftar qui est là, et que c'est au niveau de Tripoli et les zones du sud qui ont toujours donc ces différentes difficultés que nous connaissons. Or, ces pays, ces zones ne sont pas entièrement gouvernés par des gens qui sont acceptés par l'ensemble de la population libyenne. Donc, il y a vraiment des configurations qui font que il est souvent difficile de dire est-ce que cette élection va faire le lit donc d'un apaisement global ou va plutôt attiser en fait les tensions. Mais selon toute vraisemblance, comme il y a un consensus qui s'est dégagé, que ce soit au niveau donc de l'Est ou des autres territoires de la Libye, pour tourner la page, il se pourrait que la grande figure qui va se détacher, parce que jusqu'à présent, sur la centaine de candidatures, il y a aussi les législatives qui vont suivre par la suite. Il n'y a pas vraiment une figure comme ça qui se détache de l'eau. Donc tout ça, ça peut augurer de possibles alliances donc pour avoir la majorité des voix. Et il ne faut pas aussi l'oublier, c'est la première fois que la Libye expérimente le suffrage universel. On attendra donc de voir. Merci à vous, Amadé Adamassoro, pour le décryptage de cette actualité politique du côté de la Libye. Merci. Et c'est tout donc pour cette partie décryptage. Tout de suite, ça fait débat, puisque Soumaïla Rabo est absent. Vous n'aurez pas votre édito cette semaine. Ça fait débat se penche aujourd'hui sur la diplomatie de la sécurité. Comment la diplomatie peut-elle être mise à contribution dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso? Sur ce plateau, 2 diplomates de renom pour tenter d'apporter des réponses à cette interrogation. À ma droite, Jean de Dieu Somda, il est diplomate, ancien secrétaire général du gouvernement, ancien ministre délégué en charge de la coopération régionale, ancien ministre des Transports, ancien ministre de l'Environnement, pour ne citer que cela. Il est également ancien vice-président de la commission de la CEDEAO et actuellement consultant international pour les questions géostratégiques et géopolitiques. Merci à vous de répondre à notre invitation. Merci. Et à ma gauche, Dr Poussi Sawadogo, il est également diplomate, conseiller en formation à l'IACDI, l'Institut d'accompagnement des carrières diplomatiques internationales, également ancien secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres avec rang de ministre. Vous êtes également historien et chef traditionnel dans le royaume de Boussouma. Plus précisément, vous êtes le Boussoum Keo Naba Kobo. Nous sommes heureux de vous recevoir pour une deuxième fois sur ce plateau. Merci. Merci encore à tous les deux d'être avec nous pour parler de la diplomatie de la sécurité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous poser cette question. En tant que personnalité ayant occupé de hautes fonctions dans ce pays, quelle est votre analyse de façon générale sur la situation actuelle du Burkina Faso? Je commence par vous, M. Somda. Merci bien. Je voudrais dire d'abord que, comme tout le monde le sait, tout le monde le constate, la situation nationale est grave. Elle est même très inquiétante pour nous tous. Je pense que, pour ma part, il est temps que nous, les anciens, certains me disent que nous sommes vieux, mais moi je préfère utiliser plutôt le terme d'anciens, nous puissions réveiller tout ce que nous avons comme potentialité, comme savoir et comme savoir-faire, pour appuyer, pour accompagner la génération actuelle qui a en charge de gérer cette situation difficile. Vraiment, c'est mon souhait le plus ardent. La situation est difficile. On dit quand la pluie vous bat, ce n'est pas la peine de vous battre sur la pluie. Et ensuite, lorsque la crise est là, ce n'est pas la peine de perdre le temps à chamaillerie pour savoir qui a fait quoi. Nous devons taire nos rancœurs, nous donner la main. L'essentiel, c'est de faire sortir le Burkina de cette situation que nous déplorons tous. Et vous, Dr Poussi Sawadogo? Oui, je vais dans le même sens en disant que, en reconnaissant effectivement la gravité de la situation et en invitant les uns et les autres
Surtout, on dit que c'est celui qui a la force qui doit être capable de rassembler. Donc, par conséquent, je pense que c'est le moment, c'est une urgence de se donner la main pour accompagner ces pays-là qui nous appartiennent tous et toutes, afin qu'on puisse sortir de la situation difficile et reprendre une vie normale. Merci à tous les deux. Une situation sécuritaire très préoccupante, comme vous l'avez si bien souligné. La guerre se mène à l'intérieur du pays. Le peuple attend des résultats. Des propositions sont faites pour aider les gouvernants à venir à bout de ce terrorisme. Mais à l'évidence, on se rend compte que cette guerre aussi peut se mener au-delà des frontières du Burkina Faso à travers une diplomatie active. Certains pays de la sous-région les réussissent assez bien. Quelle doit être, selon vous, la contribution du diplomate burkinabé en activité dans la lutte contre le terrorisme? Je reste avec vous, Dr Poussi Sawadou. Oui, il faut déjà décliner ce que c'est que la diplomatie. La diplomatie est un métier qui permet donc de mettre en œuvre la politique étrangère, qui a une vision pour chaque État de satisfaire ses intérêts. D'abord l'intérêt de sécurité, l'intérêt de prospérité et l'intérêt de visibilité. Donc vous voyez que parmi les intérêts de l'État, il y a la sécurité et le diplomate travaille donc à la satisfaction de ses intérêts, à la préservation de ses intérêts. Donc c'est dire qu'il est au cœur donc, des discussions, des échanges, des négociations pour permettre à son pays de pouvoir trouver des solutions là où ça peut se trouver, c'est surtout dans les cadres bilatéraux et dans les cadres multilatéraux. Parce que la diplomatie peut agir au niveau bilatéral, comme entre nous et la Côte d'Ivoire, entre nous et le Ghana, mais aussi au sein de l'IMOA, de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies. Donc, par conséquent, nos diplomates qui sont positionnés au niveau de ces instances-là et au niveau de ces pays doivent être des contributeurs pour permettre à notre pays de retrouver la quiétude. Parce qu'ils sont les relais des gouvernants et ils doivent donc être des porte-parole et aussi ceux qui participent à trouver des solutions, surtout pour ce qui concerne la question sécuritaire. Alors vous aurez l'occasion d'aller un peu plus en profondeur à travers des propositions concrètes. Mais je reviens à vous, Jean de Dieu Sonda. Quelle devrait être la contribution du diplomate burkinabé en activité aujourd'hui dans la recherche des solutions contre le terrorisme? Non pas seulement pour les diplomates en activité, mais pour tout diplomate, tout patriote qui vraiment doit être partie prenante à tous les niveaux pour jouer le rôle qui est le rôle celui du diplomate. Je voudrais d'abord vous dire que dans tout conflit, pour parler en français simple, dans toute guerre, on voit souvent que l'aspect militaire, déploiement de troupes sur le terrain, les opérations militaires. Mais on oublie souvent que la guerre est multidirectionnelle. Il y a de multiples facettes dans une guerre. Et à côté de la guerre militaire, les opérations militaires qui se déroulent sur le terrain, il y a un autre théâtre d'opération qui est essentiel. Comme vous le savez, dans tout conflit, il y a avant le conflit, pendant le conflit et après le conflit. Avant le conflit, la diplomatie travaille pour éviter que le conflit ne dégénère en guerre. Pendant le conflit, les militaires sont sur le terrain pour les actions opérationnelles, purement techniques militaires, et le diplomate travaille dans ce que nous avons l'habitude d'appeler la diplomatie de guerre. Et souvent on oublie cet aspect. Il n'y a pas seulement que les opérations militaires, la diplomatie de guerre est aussi importante que la diplomatie opérationnelle sur le terrain. Et à ce niveau-là, justement, comme vient de le dire Sa Majesté, nous devons mettre en place toutes nos énergies, aussi bien les anciens que les nouveaux, que ceux qui sont d'actifs. D'ailleurs, comme on le dit dans les grandes écoles de formation de diplomates, le diplomate n'est jamais à la retraite, tout d'ailleurs comme les officiers dans une armée qui se respecte. Donc, je pense qu'il y a toutes ces contributions auxquelles il faut avoir recours pour bâtir une diplomatie de guerre. Car nous sommes en guerre. Qu'on le dise ou non, la réalité est que nous sommes en guerre. Et la guerre ne se mène pas uniquement sur le terrain militaire. Si on oublie le volet de la guerre diplomatique, alors là,
même après la guerre, on constatera qu'on a raté quelque chose de fondamental parce que c'est pendant la guerre qu'on prépare déjà la fin de la guerre et il n'y a que la diplomatie seule qui peut assumer ce rôle-là. Donc, en termes clairs, de mon point de vue, en plus des opérations militaires et tous les autres aspects, il y a la guerre économique, il faut également prévoir une diplomatie de guerre pour accompagner tout le processus et préparer l'après-guerre. Et comment cette diplomatie de guerre devrait s'opérationnaliser? En termes simples, c'est pluridisciplinaire. Vous avez dans la diplomatie, la spécificité, c'est une profession transversale. Et c'est une science. Bon, vous pouvez exercer des fonctions diplomatiques sans être diplomate. Quand vous êtes nommé ambassadeur, vous exercez des activités diplomatiques, mais vous n'êtes pas diplomate de carrière. Et les diplomates de carrière savent, en période de guerre, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, la situation de guerre. Il faut mettre le pays en situation de guerre. À ce moment-là, vous relevez automatiquement des droits internationaux de la guerre, qui est codifié. Si vous restez dans une situation de non-guerre, non déclarée, non officielle, vous êtes toujours dans la situation du droit commun, du droit civil. Et la façon dont les prisonniers de guerre et tous les autres aspects se mènent, ce n'est pas la même chose. Si vous capturez un franc-tireur, dans une situation de guerre, ce n'est pas la même chose que quand vous capturez quelqu'un. Oui, mais là, il s'agit de la guerre conventionnelle. Voilà. Non, toute guerre est une guerre. Qu'elle soit maintenant, on dit guerre asymétrique, guerre conventionnelle. La guerre, c'est la guerre. Ouais. Il faut s'adapter à cette guerre qui n'existait, qui n'a pas toujours existé, mais qui existe aujourd'hui. On doit s'adapter. Et c'est le rôle du diplomate. De voir qu'est-ce qui peut être fait. Sur le plan bilatéral, sur le plan multilatéral et puis dans bien d'autres domaines où par exemple vous avez le volet industriel, le volet économique et le diplomate qui a appris le droit de la guerre doit pouvoir travailler de telle manière à ce qu'au finish, quand il va falloir passer aux négociations pour mettre fin à la guerre, on tienne compte du fait que le pays a scrupuleusement respecté et a appliqué le droit de la guerre. C'est différent du droit civil. Et ça a des conséquences insoupçonnables. Oui. Voilà. Docteur Poussi Sandaogo, Votre Majesté, comment devrait s'opérationnaliser la diplomatie de la guerre dans le contexte actuel du Burkina? Merci beaucoup. Je voudrais juste faire une précision. Pour ce qui nous concerne, c'est le terme excellence qui convient. La majesté est dédiée à celui qui nous a donné le bonnet, qui se trouve être le roi. Donc en termes de préséance, les rois sont majesté, mais les ministres sont simplement excellence. Je suis ministre en charge de la culture et de l'éducation à la cour de Sa Majesté Naba Sigri de Bousma. Donc voilà. Merci. Merci pour le recadrage. Non, pas un recadrage, c'est juste une précision. Vous savez, nous sommes dans un univers assez large et les cultures ne sont pas les mêmes. Merci. Et tout ça, donc c'est bon de préciser et ça nous permet d'avancer dans le débat. Oui, merci. Allez-y, comment est-ce que la diplomatie des guerres devrait se matérialiser dans le contexte actuel du Burkina? Oui, je pense qu'il y a déjà des éléments. Si on n'était pas en guerre, je ne pense pas qu'on recevrait des troupes comme des troupes extérieures et puis se mettre ensemble avec le G5 Sahel, qui est une force conjointe qui doit donc s'opérationnaliser. Donc, par conséquent, je pense que c'est une question de déclaration. Donc, il faut déclarer. Et tant que vous ne déclarez pas, vous êtes en situation de guerre, sans pouvoir appliquer le droit de la guerre. C'est ce que Excellence vient de préciser tout simplement. C'est une question de déclaration, mais de fait, on mobilise des armes, on mobilise des militaires, on est en guerre depuis des années. Donc il reste seulement à franchir l'étape pour déclarer et puis s'assumer. C'est ce que les Américains ont fait en Afghanistan, c'est ce qu'ils ont fait en Libye, c'est ce qui a été fait pas très longtemps en Syrie. Donc si on doit s'assumer, on déclare et puis on a un droit en rapport avec la guerre qui est donc différent du droit civil comme l'a précisé Excellence Somda. Alors, ce que vous dites, ça prend un peu à une situation de guerre conventionnelle. Aujourd'hui, le pays fait face, par exemple, au terrorisme. Voilà, comment est-ce que le diplomate devrait contribuer à cette lutte-là?
Je pose un peu cette question parce que à son passage, par exemple, à l'Assemblée nationale, le ministre de la Défense a dit clairement que les projets des califats sont conçus dans une région donnée, qu'il a cité, que je ne vais pas citer ici, et mis en œuvre dans les pays du Sahel, par exemple. Et quand on regarde un peu la situation dans la sous-région, on sent que nous avons des pays avec lesquels nos pays partagent, par exemple, le même espace géographique, mais qui ne sont pas attaqués. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité diplomatiquement de pouvoir chercher la solution avec ces pays dans lesquels les projets des califats, par exemple, sont conçus pour être mis en œuvre dans nos États? Très bien. Moi, je ne vais pas apprécier la prestation du ministre devant nos parlementaires. D'abord, j'y étais pas et donc j'ai lu ça comme tout le monde sur les médias. Mais ce qu'il faut savoir de façon très claire, c'est qu'il faut se départir de certaines approches faciles. C'est trop facile de dire, oui, ces gens-là viennent de telle ou telle contrée, ils sont de telle ou telle religion. Non. Nous avons reconnu ici au Burkina, par les plus hautes autorités, qu'actuellement, près de 80% des gens qui nous attaquent sont des Burkinabés. Donc, il faut vraiment être très précis. Mais qui sont utilisés pour mettre en œuvre des projets conçus ailleurs. Oui, mais conçus où? Est-ce que vous avez la certification? Je vous ai dit que la diplomatie est une science. Et quand on y excelle, ça devient un art. Donc, la science, les arts, ce n'est pas de l'approximation. On dit les choses parce qu'on sait que c'est ça. Est-ce que vous avez les preuves? Je vous préviens. Mais c'est quand même le ministre de la Défense qui a un peu tous les renseignements pour parler. Quand il dit que les projets des califats sont conçus dans telle région du monde pour être mis en œuvre ici, est-ce qu'on ne peut pas accorder du crédit à cela et voir si on peut travailler diplomatiquement avec les pays de ces régions pour endiguer le phénomène? J'en viens justement. Vous savez que parmi les premiers actes de terrorisme, c'est dans les pays dont vous dites les pays du Moyen-Orient. N'oubliez pas que la Kaaba, qui est un lieu sacré, parmi les lieux sacrés du monde, a été attaqué. Et il a fallu les unités spéciales françaises, qui ne sont pas des musulmans, qui ont délogé les terroristes à l'époque à la Mecque. C'est vous dire que c'est un phénomène mondial. Évitons. Nous avons de très bonnes relations avec la plupart des pays du monde. La diplomatie du Burkina est appréciée à ce juste titre-là. Évitons de ne pas trop nous avancer dans des domaines dont nous n'avons pas la preuve scientifique. Nous travaillons de façon scientifique et de façon professionnelle. Quand vous n'avez pas la preuve, évitons cela. Cela peut amener d'autres désagréments sur le plan de la coopération bilatérale ou multilatérale. Ceci étant, il faut se mettre dans la tête que le terrorisme est comme un produit diffus. Il peut naître aussi bien chez vous, ailleurs. Le plus important, c'est de savoir exactement quelles sont les ramifications et comment combattre cela. Maintenant, sur le plan diplomatique, comme je vous dis, il y a des approches qui peuvent se faire. Nous avons de la coopération, nous avons des postes avancés dans les ambassades, les consulats, nous avons la diplomatie centrale. Si nous mettons le pays en situation de guerre, et nous engageons à organiser une diplomatie de guerre automatiquement à partir des renseignements, comme vous le dites que le ministre est là. Moi, je n'ai pas ça peut-être. Mais de ce que je sais, si cela est, la diplomatie va s'organiser justement à connaître les filières par lesquelles nous pouvons passer pour atténuer le phénomène, voire le combattre. Et si on ne peut pas le vaincre, au moins l'endiguer. C'est très important. Les gens ont l'habitude de dire oui, on n'a jamais vécu le terrorisme. Je dis c'est pas vrai. Le terrorisme avait été bien vécu plusieurs fois. Mais il y a aussi la possibilité de ce qu'on appelle l'endiguement. C'est une théorie qui est élaborée par les Américains, c'était leur stratégie de containment. Si vous ne pouvez pas combattre un ennemi, ça je dis très bien, mourir. Contenez-le. Contenez-le dans sa zone sensible et traitez-le jusqu'à ce que vous l'amoindrissez au maximum. C'est déjà une victoire. Mais si vous ne le contenez pas, il est diffus. C'est comme dessus que vous avez mis du lait chaud. Et vous avez remué. Vous ne savez plus où est-ce qu'il se trouve. Il faut arriver à le contenir d'abord dans son domaine, le traiter. Et le containment, ça se ramène à quoi? C'est faire de telle manière à ce que l'ennemi vienne buter contre votre dispositif, qu'il soit obligé de reculer. Et vous, à ce moment-là, vous pouvez l'attaquer. C'est ce qu'on appelle la défense flexible. On se défend, mais on peut attaquer. Parce que, ou on appelle ça en français facile, la technique du hérisson.
L'hérisson, quand il est attaqué, qu'est-ce qu'il fait? Le problème, c'est qu'on a un cas pratique ici, qui est la situation actuelle du Burkina. Mais c'est exactement ça. Comment ce que vous dites peut se matérialiser complètement dans le cas présent? Prenons le cas du Burkina. Oui. Vous avez la carte du Burkina, vous la connaissez aussi bien que moi. Nous avons des zones très sensibles, c'est l'Est, le Nord et le Nord-Ouest pour le moment. Au Sud et au Sud-Ouest, c'est un peu plus distendu, j'allais dire. Donc, dans la zone la plus sensible, si nous appliquions aujourd'hui le containment, on peut mettre en place un dispositif tel que, comme je vous dis, la tactique du hérisson, pour que quel que soit l'ennemi qui vienne buter contre notre dispositif. Et une fois qu'il vient buter contre d'autres dispositifs, nous le contenons déjà. Ça nous permet de pouvoir le traiter là où lui il est. Alors qu'actuellement, il a l'avantage de venir chez nous. Et au fur et à mesure, il grignote. Mais si nous l'avions contenu dès le début, dans son retranchement, et à partir de là, on le traite, il y avait beaucoup plus de chances de minimiser actuellement le gros handicap que nous avons. Dans les zones moins actives, j'allais dire, on peut mettre en place un dispositif plus souple, tel que par exemple les patrouilles conjointes de 2 frontières. À la matière, nous savons en diplomatie aussi, on appelle ça the hot pursuit. On signe des accords entre États voisins. Vous nous donnez l'autorisation que si moi je suis attaqué, je poursuive l'ennemi jusqu'à ses dernières arrière-lignes, même si c'est dans le territoire de l'État voisin. Cela existe par exemple dans le cadre du G5 Sahel, où il est permis de poursuivre, d'aller jusqu'à 50 km au-delà de la frontière. Mais est-ce que dans la pratique on le fait? C'est ça le problème. Est-ce que ça a été signé et mentionné que si vous êtes attaqué, vous avez le droit de poursuivre l'ennemi jusqu'à le frapper, jusqu'à ses arrière-lignes? C'est pas possible jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'ils en ont parlé, mais est-ce que, moi je n'en sais rien, est-ce que cela a été dûment traité, signé dans des conventions qui permettent par exemple au Burkina de frapper l'ennemi? Parce que souvent on apprend qu'il y a eu des ratissages, mais jusqu'à quelle limite on a ratissé? Pourquoi n'est-on pas capable de frapper l'ennemi pendant qu'il est en fuite, il est en moto? Si nous allons avec des avions, on peut le rattraper. Mais si nous n'avons pas signé des conventions de poursuite chaude, pour traduire ça en français, en anglais ça s'appelle hot pursuit. La poursuite chaude. Pendant que vous y êtes, vous allez jusqu'au bout. Vous le neutralisez et vous amoindrissez. C'est ça, ça fait partie de la stratégie du containment. Mais si nous ne l'appliquons pas, ou si nous n'avons pas signé d'accord avec les États voisins, chacun court et puis s'arrête à la frontière, ça ne finira jamais. C'est ça. Il a parlé, docteur, il a parlé des opérations conjointes, par exemple, où les droits de poursuite jusqu'au-delà des frontières. On a vu qu'il y a eu quand même des opérations conjointes avec la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger. Ce sont des opérations qui ont toujours eu de bons résultats, mais qui, paradoxalement, sont rares. Comment, diplomatiquement, on peut mettre l'accent sur de telles actions? Oui, je dirais que c'est plus que diplomatiquement, c'est une question de nécessité. Si on sent que la menace est pesante, il va de soi qu'il faut activer les mécanismes et puis pouvoir contenir et même neutraliser la menace. Moi, je pense que là, c'est une question d'observation, d'appréciation, et ça relève de ceux qui ont la compétence militaire d'agir dans ce sens. Maintenant, en arrière-plan, les diplomates peuvent travailler à ce qu'il y ait des accords qui permettent facilement ces genres d'actions. Et c'est ça qu'on appelle aussi la diplomatie de guerre. C'est ça. On signe des conventions avec les voisins, facilitant le militaire, le technicien qui est sur le terrain, de le faire sans avoir des difficultés diplomatiques, aussi bien aux Nations Unies, dans la sous-région, ou avec un État en particulier. C'est ça le cas pratique. Et ça, c'est le rôle que la diplomatie peut jouer conjointement avec son demi-frère. Généralement, on dit que le diplomate, c'est le demi-frère. C'est l'autre face de la médaille. Le militaire sont pile et le diplomate est face. Ils se complètent. Mais il faut que les deux travaillent sur des bases légales, des bases juridiques acceptables sur le plan international, bilatéral. C'est ça la réalité. Alors, docteur Poussi Saodogo, revenons sur cette question que j'ai eu à poser à M. Sonda, à savoir que le ministre de la Défense a parlé de la source de ce problème. Oui, est-ce que diplomatiquement, il n'y a pas possibilité de traiter le problème à la source? Parce que quand on voit aujourd'hui dans notre sous-région des pays comme la Mauritanie, qui partagent un peu le même espace géographique que nous, mais qui ne sont pas attaqués, on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a quelque chose que ces pays-là font en bas.
Oui, bon, je dirais que effectivement, je suis du même avis que Excellence Somda, pour dire que lorsque on s'adresse, je dirais même que la façon de communiquer n'est pas diplomatique. Donc nous, on ne peut pas s'inscrire dans cette logique déjà, parce qu'on a été formé dans un métier qui a ses règles. Donc ça, c'est un premier aspect. Et il faut faire l'histoire du terrorisme. Et si on fait l'histoire du terrorisme, on sait qu'au début des années 90 déjà, même le Burkina a reçu des Algériens qui sont venus, qui ont été rapatriés de France et qui ont trouvé refuge au niveau du Burkina. Et on a suivi tout ce qui s'est passé en Algérie avec les processus démocratiques assez difficiles. Et par la suite, on a eu le GSPC. Et après, dans les années 2007, on a commencé à parler d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et on a suivi tout ce qui s'est passé en Afghanistan et tout ça. Et c'est tout un processus. Et disons que les années 90 ont été un tournant parce qu'il y avait deux forces qui s'équilibraient, qui étaient l'Ouest et l'Est, le communisme et le capitalisme. Et des chercheurs avaient déjà réfléchi. Et lorsque le libéralisme a pris le dessus sur le socialisme, quelqu'un a dit que c'était la fin de l'histoire parce que on allait assister à une démocratisation de la planète. Mais et comme les démocraties ne se font pas la guerre, alors il n'y aura plus de problème. Mais immédiatement, ça c'était dans les années 90 avec Francis Fukuyama. Et en 94, un autre Américain a lancé l'idée du choc des civilisations en disant oui, aujourd'hui il n'y a plus de communisme à combattre, mais il y aura certainement l'émergence de conflits identitaires qui pourraient venir de l'Orient et qui va donc pouvoir contester la volonté de s'imposer donc des Occidentaux. Donc nous sommes en réalité dans une dynamique mondiale de lutte d'espace géopolitique, géostratégique. Il ne faut pas l'occulter. Et quand on emprunte le discours facile, c'est qu'on se met derrière certaines idéologies ou certains courants pour simplement se justifier. Mais en réalité, au-delà du fait que ça soit une lutte internationale, Excellence disait que on dit qu'au moins 80% de ceux qui agissent au Burkina sont des Burkinabés. Pourquoi des Burkinabés peuvent se mettre aujourd'hui dans une dynamique de mettre leur pays au pilori? Ça, c'est une question qu'il faut se demander. Oui, mais l'autre question, c'est également donc les origines. Pourquoi des gens qui ne sont pas burkinabés peuvent concevoir des projets pour les faire exécuter? C'est vous qui parlez de projets. C'est vous qui parlez de projets. Parce qu'en réalité, je dis, il faut avoir une lecture géopolitique. Et la géopolitique, elle ne se limite pas aux frontières du Burkina. Le Sahel est un enjeu global avec un potentiel immense. Et que ce soit les Occidentaux, que ce soit d'autres forces qui existent ailleurs, veulent donc occuper cet espace-là. Donc, à partir de ce moment, il ne faut pas voir un projet mûri et qu'on vient nous imposer ou qu'on vient recruter. Ce que je dis est clair. Quand vous faites des recherches, vous allez voir que depuis des années, des espaces ont été délaissés. Que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina, et que ces gens-là ont de la peine à se reconnaître comme étant même des citoyens de ces différents pays. Et quand une situation comme ça se présente de fragilité, et vous avez dit on a importé, qui a agi en Libye pour qu'on connaisse cette situation? Qui a agi au Mali? La force française est venue pour aider le Mali à contenir la menace. Mais par la suite, on a vu les Nations Unies qui se sont implantées. Il y a des forces internationales qui sont là. Pourquoi des forces internationales se sont implantées? Il faut toujours faire une lecture en arrière-plan pour comprendre les enjeux, les intérêts des uns et des autres avant de tirer une conclusion immédiate. Si
si ils avaient aussi connaissance de ces projets et des acteurs de ces projets, ils auraient pu intervenir là-bas pour éteindre les projets. La situation est davantage plus complexe. Exactement. Je voulais compléter en précisant, pour que vous ayez la réponse exacte et complète de votre question. Je vous ai dit à l'entame de mes propos au début que le terrorisme, ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on dit que le terrorisme ne se manifeste pas dans les pays orientaux, ni parlons clairement dans les pays arabes. C'est tout à fait le contraire. C'est là-bas que ça a commencé. Je vous ai cité le cas de la Kaaba qui avait été attaquée, délogée par le GIGN français. L'Algérie, vous vous souviendrez que le temps que l'Algérie a mis pour combattre le terrorisme, la Mauritanie dont vous avez pris comme exemple dans le G5, mais la Mauritanie a vécu les assauts du terrorisme. Elle a pu trouver des solutions. Mais alors pourquoi l'expérience, ces solutions ne sont pas diplomatiques? Voilà, je sais à quoi je voulais en venir. Justement, c'est le rôle de la diplomatie de savoir comment est-ce que ces pays ont réussi à endiguer le terrorisme. Puisque vous dites qu'on ne l'a jamais vécu, donc utilisons le terme de l'endiguement. Ils ont réussi au moins à le contenir. C'est ça, on devait s'inspirer de ça et essayer de bâtir une diplomatie de guerre du Burkina Faso. Voilà. Comment cela devrait se matérialiser, étant donné que vous êtes diplomate, comment cela devrait se matérialiser s'il faut s'inspirer de ces pays? Mais c'est le pouvoir, c'est ceux qui ont le pouvoir de décision. Nous ne pouvons qu'être en backup, en appui conseil. On peut assister, on peut conseiller à partir de d'autres savoirs, de notre savoir-faire. Mais qu'est-ce que j'ai comme pouvoir de décision aujourd'hui pour entamer une approche diplomatique pour aller savoir comment est-ce qu'ils ont pu résoudre le problème? Là, c'est vraiment le rôle de la diplomatie de guerre. Il faut arriver à savoir comment est-ce qu'ils ont fait. Nous avons de très bonnes relations diplomatiques avec tous ces pays que vous avez cités. Donc il n'y a vraiment pas de problème à aller vraiment bénéficier de l'expertise. Les Américains, vous avez vu, comment est-ce qu'ils ont pu s'en sortir. Même les autres pays, que ce soit la France, la Belgique, l'Angleterre, ils ont eu des attentats sur leur territoire. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Quand il y a le moindre attentat, ça veut dire qu'ils ont pu déjouer au moins 30 ou 40. Ça veut dire que le président, ça veut dire quoi? Il y a une diplomatie de guerre très forte contre le terrorisme. Deuxièmement, ils ont développé un système de renseignement tel que la prévention est aussi cruciale, sinon même plus importante que l'opérationnel. Alors, ce sont dans tous ces compartiments, la diplomatie de guerre a son rôle à jouer. Mais il faut s'en servir et il faut en bâtir. Tout est là. Avons-nous aujourd'hui une diplomatie opérationnelle de guerre? Moi, je n'en sais rien. Je suis paysan, je suis en brousse là-bas, je n'en sais pas grand-chose. Oui, vous voulez ajouter? Non, bon, je pense que tout a été dit, mais pour dire tout simplement qu'on a des espaces dans lesquels effectivement cela peut se faire. Il y a les G5 Sahel où la Mauritanie est déjà membre. Donc, on a même le siège du G5 Sahel se trouve en Mauritanie, où un Burkinabé vient de prendre la tête du secrétariat permanent. Donc je pense qu'il y a des possibilités d'avoir de l'information pour comprendre davantage comment la Mauritanie a géré à la fois diplomatiquement et sur le plan militaire pour être moins inquiété actuellement que les autres pays. C'est ça. Alors, essayons un peu d'avancer. Quand on regarde un peu dans l'histoire récente dans l'espace sahélien, on se rend compte que le choix des partenaires ou bien la diplomatie également sont déterminants dans le succès, même au plan militaire. Quand on voit par exemple que récemment, le Mali arrive à acquérir avec une certaine facilité du matériel de guerre, alors que selon ce qui s'est dit au Burkina par exemple, des procédures d'achat du matériel de guerre sont entamées depuis des années mais qui piétinent. Est-ce que sur ce point aussi, diplomatiquement, il n'y a pas quelque chose à faire? Non, les choses sont très simples. Comme je vous dis, des fois, surtout actuellement au Burkina, on a l'art de pouvoir nous compliquer la vie alors qu'il y a des solutions. Ce n'est pas la première fois que le Burkina achète des armes. Ce n'est pas la première fois que le Burkina a des conflits extérieurs. Donc, c'est des problèmes qui sont déjà vécus et on a l'expertise à la matière. Je vais vous donner des cas très concrets, parce qu'il faut que ça doit être pédagogique. Ouais. Quand j'étais vice-président de la CEDEAO, vous savez que dans le système de la CEDEAO, les 15 pays, vous ne pouvez pas commander des armements sans avoir au préalable l'avis de non-opposition vis-à-vis de ces... Donc, les techniciens, vous savez, dans toutes les armées du monde, il y a des officiers spécialistes de l'armement. Et c'est eux qui, si vous les mettez à la tâche, ils savent quel type d'armement il faut,
quel type de guerre et quel type d'armée. Vous comprenez? Une fois que cela est arrêté techniquement dans chaque pays, ils envoient leurs besoins à la CEDEAO. Le serviteur que vous avez à vos côtés, j'étais chargé justement de cette question-là au niveau de la CEDEAO en tant que vice-président et en fonction de mon profil. Les demandes arrivent et vous devez consulter tous les autres États pour ne pas avoir une objection. S'il y a un seul qui a une objection, vous devez négocier pour arriver à un consensus. Mais c'était très simple. Mais il y a justement deux situations que les gens ignorent. Il y a la situation normale et il y a la situation de guerre. Quand il y a eu alors la situation d'impérieuse nécessité, quand l'État formule qu'il veut tant de cala, tant d'avions, tant de chars, tant de trucs, il envoie à la CEDEAO. Il doit justifier pourquoi il veut ça en ce moment. Si c'est pertinent, nous mettons notre avis favorable et on consulte les autres États. La procédure prenait des fois 3 mois, 6 mois, peut-être même plus. Mais vu la nécessité du moment, nous avions réussi à modifier les textes, les adapter à la réalité du monde qui avance très vite. On ne peut pas attendre 3 mois, 6 mois, 1 an pour avoir l'autorisation, rien qu'au niveau de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'on fait? On a mis en place un système d'urgence absolue. Mon ancien collègue, l'excellent ministre de la Défense, Yero Boli, on travaillait très bien en tandem. Quand ils avaient des besoins en armement, un officier prenait les besoins du Burkina, prenait l'avion, il me prévenait et il arrivait à Abuja le matin. Il repartait le soir avec les autorisations. C'est à l'heure du numérique, on peut faire des consultations à domicile sans avoir besoin d'envoyer de courrier à chaque pays pour demander s'il a une objection ou pas. On peut le faire, je vous disais que ça se prenait 3 mois, 6 mois, voire même plus. On arrivait à le faire en 1 jour. Donc, dès que vous avez cette autorisation de non-objection de la CEDEAO, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste simplement à regarder ce qui est faisable dans l'immédiat, le moyen et le long terme. L'immédiat, c'est quoi? Toutes les armées ont des équipements. La première des choses, c'est de remettre à niveau l'existant. On sait que dans tous les régimes, on a acheté du matériel. Ce qui peut être remis en état, que ce soit dans l'aviation, que ce soit dans la logistique, que ce soit dans tous les autres domaines, la première des choses dans l'urgence, on remet en état. On a plein d'aéronefs. Qu'est-ce qui prouve que ces aéronefs ne peuvent pas être mis en état? Vous savez, dans le domaine de l'armement, quand vous achetez, vous avez toutes les autorisations. Généralement, il y a une clause qui vous permet de pouvoir vous approvisionner en pièces détachées et en munitions. Donc, ça devrait être facile, si on a déjà l'armement, de pouvoir acquérir aussi les pièces détachées et les munitions. Donc, si on s'était d'abord attaché à négocier la remise en état de ce qui peut être réparé, ça nous constitue déjà une première force. Et à moyen terme, maintenant, ça c'est les systèmes d'acquisition de technologies plus modernes, plus adaptées, etc. Et le long terme, on arrête maintenant une politique de défense nationale en utilisant encore une fois de plus la diplomatie de guerre. Et ça, on sait le faire. Pour ce qui concerne les autorisations d'achat, par exemple, est-ce qu'après l'étape de la CEDEAO, il n'y a pas d'autres étapes? Parce que récemment, le Mali a voulu acquérir un avion de type CASA, un avion de transport de troupes et de matériel. Nous avions aussi des CASA au Burkina. Et il y a eu, par exemple, une objection des États-Unis, parce que l'avion a été commandé, par exemple, en Espagne, la construction était terminée, mais la livraison posait problème parce que les transpondeurs de l'avion étaient américains, et les Américains ont mis un veto là-dessus. La procédure a tellement traîné, et il me semble que ces derniers jours, le Mali a pu finalement l'acquérir, mais ça traînait. Et pourquoi ils ont pu l'acquérir? Par une diplomatie de guerre active. Et comment est-ce que le Burkina s'est-il en inspiré? Parce qu'il nous semble par exemple qu'il y a eu des commandes d'avions, par exemple du côté de la Russie, qui ont traîné, par exemple, en ce qui concerne le Burkina. Comment cela s'explique? C'est une question de savoir-faire, c'est tout. Le monde, si vous êtes en situation de guerre, je vous assure, si vous êtes en situation de guerre et vous avez l'argent on peut le trouver. Et c'est qu'on faisait en 3 mois, 6 mois, 1 an, voire plus. Je vous ai dit qu'on arrive à le faire en 1 jour. Si on a la volonté, si on est organisé, on peut le faire. Et je vous ai dit, expérience vécue, qu'à l'époque, il n'y avait pas que le Burkina, il y avait le Nigeria, le Ghana, ceux qui commandaient le plus souvent les armes, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Moi, je recevais tout ça, je les traitais. Je vous assure que pour ce qui nous concerne, de ce que je sais, en 1 mois, il nous arrivait de faire toute la procédure. Autorisation de la CEDEAO, conformité avec le droit international, acquisition du matériel, livraison en délai d'1 mois. Mais il faut savoir le faire.
Si maintenant vous suivez la procédure administrative, par exemple, envoyer la correspondance aux 15 États membres qui vous retournent en fonction de leur lourdeur administrative l'avis de non-opposition, vous perdez déjà beaucoup de temps. Ensuite, vous avez l'international qui vous attend au tournant. Mais tout ça, c'est le travail de la diplomatie de guerre. Ça se résume à ça. Il faut le savoir-faire. J'ai pris ici l'exemple du Mali. Et par exemple, pour l'achat de l'avion de type Casa dont j'ai parlé, le ministre des Affaires étrangères malien s'est déplacé jusqu'aux États-Unis pour négocier que les États-Unis puissent lever leur veto. Cela n'a pas été le cas. Mais depuis que le Mali a renoué avec la Russie et l'Algérie, on sent qu'il y a une certaine facilité dans l'acquisition du matériel militaire. Comment cela s'explique diplomatiquement? Oui, bon, je pense que le plus souvent, il faut faire des lectures effectivement diplomatiques et non pas médiatiques, parce que les échos qu'on entend par-ci par-là, bon, c'est aussi souvent un regard qui peut être biaisé. Je pense que si le ministre des Affaires étrangères du Mali s'est déplacé aux États-Unis et que par la suite ça s'est décanté, il ne faut pas tirer la conclusion que parce que le Mali s'adresse à la Russie, bon, ça a mis pression sur les autres. Moi, je donne un cours sur la politique étrangère des grandes puissances et je peux vous dire que il n'y a pas équilibre entre Russie et Américains et puis disons l'OTAN et tout ça. Donc, par conséquent, il faut chacun peut contrôler un espace donné, mais il faut simplement être assez humble et reconnaître les rapports de force et aussi agir en fonction de ces rapports de force. Je pense que les Maliens ont dû trouver la solution avec les Américains en dehors d'une quelconque pression. Et il faut jouer à l'efficacité de la diplomatique. Et puis aussi, il ne faut pas croire qu'en opposant les puissances, on trouve une solution à son problème. Aujourd'hui, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, que ce soit un autre pays, il n'y a pas de salut si on n'arrive pas à trouver l'équilibre avec les différentes puissances. Il n'y a pas qu'on a pris ses bagages, on est avec l'autre et on est opposé à l'autre. Il n'y a pas de salut. C'est vrai, vous les voyez même comme ça, vous pensez qu'ils sont aussi opposés à ce niveau-là. Il y a des espaces de discussion, des espaces d'interaction et des compromis. Vous suivez la situation de la Syrie. Si il suffisait de tourner seulement le bras et puis trouver la solution, ils auraient pu trouver la solution en Syrie. Mais il y a des enjeux, il y a des dynamiques et il faut donc comprendre ces dynamiques et ces enjeux-là et puis prendre du temps avant de faire des déclarations. Bon, pour l'opinion publique et autres, il y a des informations qui peuvent satisfaire les uns et les autres parce qu'on se dit oui, on est avec la Russie, voilà, les autres se rangent. Mais dans la réalité, les rapports de force sont assez complexes et il faut donc les respecter parce que je pense, en tout cas, à mon niveau, qu'il n'y a pas de pression qui vaille. Au-delà d'une certaine, même ces États négocient, ils sont dans des dynamiques de négociation pour céder tel ou tel espace à tel ou tel autre. Donc, Excellence peut compléter par rapport à cela. Pour les citoyens lambda, par exemple, quand on regarde que à côté de chez nous, ici au Mali, apparemment, lorsqu'ils ont besoin d'un matériel, c'est vite fait, depuis un certain temps. Alors qu'au Burkina Faso, on nous parle des procédures qui piétinent. Les citoyens lambda qui regardent tout ça, ils ne comprennent pas. Vous, en tant que diplomate, parce qu'on sait qu'il y a la puissance de la diplomatie qui entre en jeu dans ce genre de situations. Vous, en tant que diplomate, quelle explication vous pouvez donner? D'abord, comme l'a dit Excellence, il faut d'abord bien saisir le réel du communicationnel. Vous savez, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de trucs. Est-ce que vous avez été voir que ce matériel est au Mali? Les gens en parlent. Est-ce que vous avez vu? Vous voyez, il faut être très pragmatique. Je vous ai dit que la diplomatie, c'est une science. Et quand on excelle à la matière, ça devient un art. Donc nous, on n'est pas là pour dire on a vu tel... Vous savez, on peut vous envoyer n'importe quelle image.
vous allez croire que c'est ce qui se passe. Non, le problème c'est qu'au Mali, par exemple, ce sont les officiels qui réceptionnent et ça passe dans les médias. Oui, ça peut se... Attendez, je vais vous dire, j'en viens. Oui. Vous savez que le matériel militaire malien, eux-mêmes l'ont dit, le ministre de la Défense du Mali l'a dit, 80% c'est d'origine soviétique. Et généralement, je vous dis, dans les accords, quand c'est bien fait, diplomatiquement, à tout point de vue, on vous accorde en même temps l'achat des équipements et la possibilité de vous équiper en pièces détachées, en munitions. Si le Mali a 80% de son équipement militaire avec l'Union soviétique, la Russie d'aujourd'hui, donc il est loisible au Mali d'avoir... C'est plus rapide pour le Mali d'acquérir les pièces détachées et les munitions, parce que c'est déjà contenu dans l'accord d'achat de ces armes-là, de ces équipements-là. C'est différent d'un pays qui va quitter, qui va initier une nouvelle coopération avec la Russie. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais comme le disait très bien Excellence, tout est une question. D'ailleurs, le grand diplomate Henry Kissinger avait d'ailleurs donné une notion qui est tout valable aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le bargaining power. C'est-à-dire, quel est votre pouvoir de négociation? Alors, est-ce que vous êtes un bâton en bois, en fer? Vous êtes quoi? Ne vous détrompez pas, les superpuissances se concertent toujours sur les grandes questions internationales. Ce n'est pas en allant de gauche à droite, croyant que vous pouvez faire vos petits arrangements avec l'un sans que l'autre ne le sache. Ils communiquent beaucoup plus que nous le croyons et beaucoup plus que nous-mêmes nous le faisons entre nous. Donc il ne se passe jamais rien. Bon, de temps en temps, ils essayent. C'est un jeu. C'est un jeu. Ils essayent d'arracher ce qu'ils peuvent arracher. Mais au finish, ils ont un minimum de concertation. N'oubliez jamais la conférence de Berlin qui a balkanisé l'Afrique. Ça existe toujours aujourd'hui. Ils se sont entendus et ils s'entendent toujours sur l'essentiel. De temps en temps, il y a un qui prend un peu dans les intérêts, dans le précaré de l'autre, mais ça ne va jamais trop loin pour ne pas dégrader définitivement les relations. Parce qu'ils s'équilibrent par le biais de bargaining power, la capacité, le poids que tu exerces. Nous sommes tous aux Nations Unies. C'est quelques 192, 195 États maintenant membres, mais nous n'avons pas le même poids, nous n'avons pas le même pouvoir de négociation. C'est pas parce que tu es assis derrière ton drapeau que ta souveraineté est acquise. Elle est virtuelle. Mais la souveraineté est pondérée par ta capacité, ton poids sur le plan international, sur le plan géopolitique, sur le plan géostratégique et même sur le plan diplomatique. Vous comprenez? Voilà. Alors, si vous avez suivi l'actualité, vous avez dû voir que le président Macron est allé vendre 80 rafales après 13 ans de négociations. Donc ça montre que ce n'est pas des dynamiques immédiates, c'est vraiment des processus longs qui intègrent donc des stratégies de négociation à long terme, des stratégies diplomatiques pour pouvoir donc mettre à la disposition de tel ou tel État. C'était les Émirats Arabes Unis. C'est là que ça s'est passé. Et pour l'opinion française, pour un État comme ça, aller lui vendre de tel matériel, c'est pas éthique. Mais nous, on le dit toujours aux étudiants en relations internationales, ce n'est pas la morale, ce sont les intérêts et les rapports de force. Donc, vous comprenez, lorsque on commence à convoquer les émotions, pour ces gens-là, je ne pense pas qu'il y ait trop de place pour les émotions. Alors, et toujours sur la question d'achat d'armement, par exemple, il s'est dit que le franc CFA, par exemple, poserait problème, parce que si vous commandez de l'armement avec un pays autre que la France, ou sans passer par la France, il y aurait des difficultés de convertibilité de notre monnaie. Il s'est dit même que le Mali, par exemple, récemment, acquiert ses armes à travers un système de troc, avec des lingots d'or pour ne pas passer par la conversion du franc CFA que la France bloquerait, par exemple. Vous, en tant que diplomate, éclairez l'opinion. Communication, c'est toujours ça, c'est la guerre de la communication, ça. Ah oui. Dans la réalité, ce n'est pas si évident que ça. Je vais vous donner encore des exemples très concrets. Quand j'étais encore aux affaires, je sais que nous avions acquis des hélicoptères français, je crois que c'était des Dauphins. À l'époque, très bon matériel et tout. Ensuite, nous avons acquis des transports de troupes, des Casa, ça c'est, je crois, espagnol ou quelque chose comme ça. On a même des Embraer, ça c'est brésilien.
Vous voyez, et ensuite, encore, juste avant que... Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Oui, mais c'est des marques. Vous pouvez toujours... Il y a certainement des versions améliorées et modernisées. Je vais parler du Burkina. Est-ce que ces avions qui ont été acquis sont là aujourd'hui? Mais je ne suis pas aux affaires pour vous le dire. Mais moi, je vous le dis. Mais j'en viens. Nous avons acquis, en dernier ressort, avant que moi je ne quitte le gouvernement, nous avons acquis du matériel soviétique, des Mi-18 blindés. On a acheté du matériel italien, des Fouga Magister. Vous vous rappelez? Donc, c'est vous dire que nous avions... Ça, c'était en quelle année? Les années, je vous en fais grâce, mais je ne pourrais même pas vous donner même les régimes. Je le sais, mais je ne vous le dirai pas. Ce n'est pas nécessaire. L'État, c'est une continuité. Tout ce matériel-là, vous avez vu, ça a été très diversifié. Ça veut dire que selon votre dynamique, selon votre bargaining power, tout est possible. Il suffit de savoir faire. Il ne suffit pas de savoir, mais il faut savoir faire. C'est là que la diplomatie doit s'activer. Exactement. Il ne suffit pas de savoir. Le savoir, c'est les diplômes, c'est le bout de papier qu'on vous donne, mais le savoir-faire et le savoir-être, là, ça s'acquiert par la science et par l'art du métier. C'est ce que je vous dis. C'est vous dire que nous avons bel et bien eu des occasions où on a acheté du matériel aussi bien français que soviétique, que espagnol, brésilien et que sais-je encore. Les dernières acquisitions, en tout cas que moi je sais, puisque j'étais là aux affaires étrangères, on était forcément associés à cela, et on a acheté des hélicoptères soviétiques, les Mi-18, qui étaient très bons. Où est-ce qu'ils sont rentrés? Qu'est-ce qu'on en a fait? Je n'en sais rien. Et surtout, ne me demandez pas de chercher à savoir, puisqu'on ne me l'a pas demandé. Alors, lutte contre le terrorisme, comment mettre à contribution la diplomatie? Nous tendons vers la fin de cette... émission. Vous êtes tous deux grandes personnalités ayant occupé des postes de haute fonction, en tout cas dans ce pays. Si vous avez un message ou des propositions à faire aux autorités qui sont en place aujourd'hui, ce seraient lesquelles? Oui, moi je pense que déjà avec l'avantage que j'ai d'intervenir dans un institut de diplomatie, c'est d'actualiser quand même les contenus, parce que ici on parle de diplomatie de la sécurité, mais je ne pense pas que ça soit un enseignement qui est dispensé, qui permet déjà aux diplomates en formation de pouvoir donc agir en situation, également associer les spécialistes à la formation. On parle des guerres, on parle de sécurité. Au lieu de penser qu'il faut aller sécuriser nos ambassades avec des policiers, ce qui est une aberration d'ailleurs, il faut plutôt voir, par exemple, dans nos ambassades, est-ce qu'on peut avoir une expertise dans le domaine de la police pour éclairer les diplomates en situation de négociation avec certains États stratégiques, pour qu'on puisse avoir, comme vous le dites, certaines informations qui puissent nous permettre de prendre de l'avant par rapport à la situation que nous vivons. Donc, pour moi, véritablement, c'est parce que les anciennes générations ont eu, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan diplomatique, ils ont eu, et les défis ne sont plus les mêmes, mais quand je regarde, moi j'ai eu la chance de faire par exemple la biographie de Moussa Kargougou, quand je compare la politique sous ces personnes-là avec ces personnes et la politique aujourd'hui, c'est comme la lumière et puis l'obscurité. Sur le plan diplomatique, vous voulez dire? Non, je parle même de politique, et diplomatiquement c'est la même chose. C'est que Excellence vient de faire comme... Parce que le plus important, c'est donner de la consistance au métier. Et j'ai l'impression qu'on prend les diplomates comme étant tout simplement des gens qui doivent être là pour aller dans un sens politique. Non, c'est des spécialistes, comme il a dit, c'est de la science. Et il faut que les gens acquièrent cette science, qu'ils soient en mesure de mettre cette science au bénéfice du pays et être impliqué. Parce que le plus souvent, comme il a dit aussi, il peut arriver qu'on ait besoin de diplomates, et au lieu qu'on engage un diplomate qui connaît et qui peut aider,
on va engager un politicien. Et si on engage juste quelqu'un qui ne connaît que la politique, ça ne peut pas donner le pouvoir de négocier comme il le dit. Il peut être accompagné et assisté, mais il ne peut jamais remplacer le travail du diplomate. Donc voilà ce que je peux dire en termes de recommandations pour le corps, parce que c'est un corps d'élite en réalité et il faut lui donner les moyens qu'il faut si on veut des résultats conséquents. Merci. Et vous, quelles propositions pour nos autorités qui sont en place aujourd'hui? Pour ma part, les choses sont relativement simples. Vous savez, quand nous sommes dans des situations difficiles, il faut aller à des solutions simples. Au lieu de se compliquer l'existence par des propos, déjà j'allais commencer par dire le langage. Il faudrait qu'on joue à l'apaisement, à la cohésion nationale, pour que tous les fils et les filles de ce pays se retrouvent autour de l'objectif commun qui est la survivance de notre nation. Ce n'est pas la première fois que le Burkina ou la Haute-Volta a été en situation de guerre, mais c'est la première fois où je vois vraiment que nous peinons à rassembler les Burkinabés de tous horizons, de tous bords politiques, autour de l'essentiel, la défense de la patrie. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous n'arrivons pas à l'instar de ce qu'on a connu? Parce que le cas le plus patent, c'est surtout le cas de l'époque de la Lamizana. La première fois où on a eu un conflit hors de nos frontières, il a suffi d'un seul discours à la nation. Et le lendemain, la place de la nation était noire de monde. Les gens, les anciens combattants, parce que les gens se sont sentis touchés. Et ils ont compris que c'est une cause nationale. Ils ont convergé tous vers Ouagadougou. Certains n'avaient plus porté les armes depuis longtemps, mais ils avaient le savoir-faire. Et les femmes fabriquaient des beignets, des couscous, des trucs pour envoyer au front. Certains officiers qui étaient à la retraite sont montés à Ouagadougou. Ici, demandaient à prendre le commandement d'une compagnie pour monter au front. Il faut qu'on arrive à trouver ce bouton-là. Toucher ce bouton pour que tous les Burkinabés laissent tomber les petites divergences politiciennes, les petits crocs en jambes inutiles là, et qu'on se met dans la tête que si nous n'avons plus de nation, tout ce que nous faisons, la politique, ça n'aura plus de sens. La deuxième recommandation que je peux me permettre de faire, c'est comme je vous ai dit, la diplomatie c'est une science. Et quand on l'exerce avec talent, il devient de l'art. Le Burkina, croyez-moi, mon expérience a dans ce pays-là un vivier de savoir et de savoir-faire. On ne dit pas qu'il faut remettre encore, nous autres, là, les anciens, à la place des jeunes. Bien au contraire. Moi, j'ai été ministre très jeune, donc je sais si quelqu'un doit soutenir la jeunesse, c'est bel et bien moi. Je suis toujours pour la promotion de la jeunesse, je l'ai toujours pratiqué dans toute ma carrière. Donc, je suis pour la promotion de la jeunesse. Mais il ne faut pas faire de cette querelle puérile, inutile de transition générationnelle. Là aussi, ça nous handicape. Il faut arriver à mixer le tout, le savoir et le savoir-faire. Donc, pour être très concret, vous savez qu'il y a dans les grands pays comme les États-Unis, en France, aux États-Unis, les diplomates, comme les officiers généraux, n'ont pas de vraie retraite, en fait. Et on en met certains à la deuxième section, et ensuite on dit qu'ils sont à la retraite. Mais ils sont toujours à la disposition du pays. Certains même ont organisé des systèmes où ils sont consultés régulièrement, tous les 3 mois, tous les 6 mois, une fois par année. On leur demande de faire du concassage, du brainstorming, du concassage intellectuel, qui mettent à la disposition de nos jeunes frères qui actuellement sont d'actifs. Mais si vous le faites aujourd'hui, certains vont croire que les anciens là veulent encore venir prendre leur place, etc. Vous connaissez la situation. Donc essayez d'utiliser au maximum le potentiel humain, le potentiel de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Le Burkina n'en est pas dépourvu. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. C'est les 2 recommandations que je peux me permettre de faire humblement. Mais c'est à vous, la jeunesse, d'en tirer profit. Nous ne pouvons que faire du backup, c'est-à-dire d'appui. Merci à vous, Jean de Dieu Somda. Je rappelle que vous êtes diplomate, ancien secrétaire général du gouvernement, ancien ministre délégué en charge de la coopération régionale, ancien ministre des Transports, ancien ministre de l'Environnement, pour ne citer que cela. Également ancien vice-président de la commission de la CEDEAO et actuellement consultant international pour les questions de géostratégie et de géopolitique. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci de votre contribution à ce débat. Merci bien. Merci également à Dr Poussi Sawadogo, diplomate également, conseiller en formation à l'IACDI, l'Institut d'accompagnement des carrières diplomatiques et internationales, ancien secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres avec rang de ministre. Vous êtes également historien et chef traditionnel dans le royaume de Bousouma. Actuellement, son Excellence Boussoum Keok Naba Kobo
d'où le bonnet que vous portez. Nous sommes heureux de vous avoir reçu pour une deuxième fois sur ce plateau. Merci. C'est tout donc pour Ça fait débat et c'est également tout pour 7 jours dans la savane. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro.